Voilà, ça fait du bien de parler de la corniche, ça fait passer en vacances encore. Ça, c'est la corniche d'Oran du côté des yeux turcs. On est loin de la corniche de Marseille, c'est juste en face. Bref, chers amis, il semblerait que demain, il y a une réunion. Le président Macron, le locataire de l'Élysée, d'ailleurs, pendant la trêve hivernale, il peut y rester, on ne va pas le mettre dehors. Ah, c'est marrant parce qu'il est locataire, lui et madame, et il ne paye pas. J'ai remarqué qu'ils tous ne payent pas. Et puis, ils sont bien lotis. C'est l'ancien hôtel d'Évreux. Et c'est madame Pompadour aussi qui a siégé aussi sur le compte de la princesse et aussi du français très moyen. Bref, le locataire de l'Élysée prévoit donc une réunion demain et mercredi pour encore nous taper un peu plus fort dessus pour confiner. Donc, il y aura du confinement dans l'air parce qu'il faut maintenir la pression. On a tendance à vouloir sortir la tête de haut. Nous, les Français, on est un peu comme ça. On a encore cet instinct de rébellion qui a beaucoup diminué. On est devenu un petit peu des... Comment on appelle ça? Il y a un nom pour ça. Vous savez, quand on perd de sa virilité un peu culturelle et physique, on est devenu un peu des eunuques de la rébellion. On n'ose plus trop la ramener. On reste à la maison. On a regardé des gilets jaunes se faire fracasser. Les gilets jaunes ayant été le starter, celui qui ont dit au système du nouvel ordre mondial, en fait, de l'axe du bien. Du système qui gère un petit peu aujourd'hui. Attention, le peuple commence à être commence à comprendre, on va accélérer, on va taper très très fort, et puis l'assommoir, ça a été, tiens, un virus qui vient de nulle part. Si on apprendrait que ce virus viendrait un peu des labos, les labos de Pasteur en Chine. Comment il est venu ici? Grosse question. Est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce que c'était une mauvaise manip? Quand on sait le soin qui est apporté à ce genre de poison, on se dit, alors si c'est vraiment le cas, que ce virus n'est pas humain, c'est le professeur Montagnier qui le dit quand même, le plus grand chercheur quasiment qui a mis la main, qui a découvert le virus du sida quand même, Montagnier. Montagnier a dit d'ailleurs deux choses sur lesquelles il faut réfléchir. Il a dit, Montagnier, j'ai regardé ce virus du Covid, c'est bizarre, il y a des éléments du virus du sida. C'est curieux quand même. Pour moi, dit Montagnier, c'est pas un virus naturel, c'est un virus humain, il a été fabriqué. Puis après, on a appris que c'est bien possible qu'il fût fabriqué, ce virus. Aujourd'hui, il a perdu beaucoup de sa virulence, beaucoup de sa virulence, et Montagnier a d'ailleurs d'ajouter une chose qui mérite d'être aussi réfléchie, au moment où on nous dit « dépêchez-vous de vous vacciner contre la grippe, il n'y a quasiment plus de vaccins ». Bon, ça c'est une formule, c'est un piège à con. Dépêchez-vous, vous savez, comme dans les magasins, « vite, il n'y aura plus de Nutella, grouillez-vous, oh là, il n'y a plus de trucs, tac, tac ». Et les gens foncent. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le Nutella dans un magasin, ils se sont marchés dessus, les gens. Les gens sont capables de courir, de tomber un peu dans le piège à con, pardon, excusez-moi de vous le dire comme ça, d'aller effectivement courir se vacciner. Montagnier dit une chose, c'est quand même un chercheur. D'ailleurs, quand il a dénoncé en disant que c'était, selon lui, la main humaine qui avait fabriqué ce Covid, on lui a dit « Oh ben non, il a un peu vieilli, 80 ans, il a perdu la boule ». Ce sont des tocards de journalistes qui n'ont quasiment aucun niveau, sauf d'avoir un peu comme dans la fable de La Fontaine, la trace de leur collier. Vous savez, vous connaissez la fable du chien et du loup. Ils ont encore la trace du collier de leur patron. Alors c'est écrit BFM TV, CNews, Zoophile, Eric Zemmour, le zoophile, etc. ou le zoophile, LCI, tout ça. Ils ont encore la trace de leur maître. Ce sont eux, sans aucun niveau médical, qui viennent dire que Montagnier a perdu la boule et que c'est un gros naze. Rendez-vous compte quand même. On le traite un petit peu comme un terroriste, quoi, grosso modo, un peu comme Éric Raoult a été insulté. Rappelez quand même leur nom, quand même. Raoult a été insulté par un mec qui est quasiment un pédophile, à savoir Cohn-Bendit, qui lui a dit qu'il ferait bien de fermer sa gueule. C'est un Cohn-Bendit qui avoue dans une émission de pivot qu'il s'est fait tripoter par des enfants de 4-5 ans. Pédophile quasiment. C'est lui qui dit à Montagnier de fermer sa gueule. Alors juste lui dire, écoute, commence quand même par la boucler définitivement et t'excuser pour tes gestes pédophiles. Ensuite, il y a le pseudo-philosophe Enthoven, qui se dit philosophe, avec quelle légitimité, je sais pas, ces mecs-là arrivent dans les médias, ils décident de pleine autorité de s'installer, oh là vous allez m'écouter, etc. Qui a aussi fait une remarque désobligeante sur le professeur Raoult en disant, il commence à nous fatiguer. Non, non, c'est toi qui nous fatigue. C'est toi qui nous fatigue avec ta philosophie de comptoir à deux balles et ton soi-disant prestige, etc. et ta frime. Vous nous fatiguez. Et puis, on a quand même envie de vous dire, laissez un peu la place aux autres, quoi. Ça va. C'est vrai qu'ils vivent sur le compte, sur le dos de la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire avec l'argent public, c'est Cohn-Bendit, il n'a jamais bossé ce mec. Il y avait le général de Gaulle qui a compris ce mec-là. Il a dit dégage, t'es allemand, il a foutu dehors de Gaulle après 68. Ah, de Gaulle, c'était un bonhomme quand même, il n'y en a plus comme ça beaucoup. De Gaulle, je vais vous dire à quel point c'est un bonhomme. Je vais vous raconter une anecdote. Ce sont les Anglais qui ont donné leur version, leur vision du général de Gaulle. Le général de Gaulle, lorsqu'en 44, en février 44, je crois, il fait un discours sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris.
Donc il fait, vous savez, le Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris, mais Paris libéré, vous savez. Et là, il fait des louanges à la France, mais toute la France, sous-entendant aussi la France des colonies qui ont lutté. Il rend hommage aux colonies, à la France, voilà, de Dunkerque à Tamanrasset, comme il le disait. Eh bien, il ne va jamais remercier les Anglais. Jamais remercier les Anglais. Aujourd'hui, devant la génuflexion et la soumission de nos gouvernements face au monde anglo-saxon, on pense, c'est inimaginable qu'un homme ose parler comme De Gaulle face aux anglo-saxons. Pourquoi De Gaulle ne remercie pas les Anglais? C'est pas qu'il leur doit pas quelque chose, mais pas tellement, parce qu'il sait l'histoire. Il sait par exemple que les Anglais ont bombardé inutilement Le Havre, Caen, Marseille, et une grande partie de la France parce qu'ils étaient à sauce avec les Américains qui voulaient faire main basse sur la France et coloniser la France. C'était le projet, coloniser la France, en faire une colonie américaine, anglo-américaine. C'est pourquoi De Gaulle, ayant recouvré sa liberté, la France et sa souveraineté, il ne remerciera pas les Anglais. Il remerciera le monde maghrébin, africain, mais pas les Anglais. Ou il le fera plus tard d'une façon très diplomatique. Aujourd'hui, nous avons des hommes politiques, voilà quoi, je veux dire... Un mec, quand je parlais que Macron ne paye pas son loyer, lui et madame, le général de Gaulle payait l'eau, l'électricité de chez lui. Lorsqu'il invitait des gens chez lui, il payait le traiteur avec son argent. Rendez-vous compte, quand on voit tous les détournements d'argent des hommes politiques, les surmis en examen, comme Sarkozy aujourd'hui, enfin, 5 mis en examen, un récidiviste, comme disait de lui le juge Trédévic au sujet de Sarkozy, un récidiviste. On croit rêver. Bref, ce pouvoir-là, donc, qui est le même, qui est une continuité depuis Sarkozy et qui dit aimer la France, hein, voilà, servir la France, j'ai l'impression, moi, modestement, qui se sert de la France et qui, au passage, se met un peu de thune là. Il y a eu aussi une espèce pour Sarkozy, une espèce de dérive terrible avec un détournement d'argent de la Libye qui a arrosé des dizaines de ses amis, de ses proches. Aujourd'hui, l'on sait, par Fabrice Arfi, dans son livre et ses interventions, que la France, en matière de corruption, mérite la palme d'or. Il n'y a pas un pays qui a la corruption en Europe et aux États-Unis comme la France. Allez voir d'ailleurs l'interview de Fabrice Arfi récemment. Et Fabrice Arfi d'ajouter, nous sommes convaincus, nous avons les documents à Mediapart, que l'appartement dans lequel vit aujourd'hui Guéant a été acheté avec de l'argent libyen. De l'argent libyen. L'histoire des 2 tableaux vendus, c'est du pipeau. Il joue du saxo, Guéant, etc. Donc c'est de l'argent qui vient de Kadhafi. Et tout ce qu'on ne sait pas forcément encore entièrement, si vous n'avez pas lu le livre de Fabrice Arfi. Bref, des mises en examen qui tombent à l'appel et qui continuent d'ailleurs sans que les mecs ne soient inquiétés. Hein. Sans que le mec ne soit inquiété. Cahuzac, par exemple, qui va même pas en prison, quoi. Je pense qu'il a à peine un petit bracelet, etc. Alors que le mec, ministre du budget, c'est lui qui tape dans la caisse. Bon, enfin, je veux dire, quand on arrive là, on a justement juste envie de sourire un peu et d'avoir un peu honte pour ces gens-là. Alors au sujet du personnel politique et de ces petites relations, hein, de ces petites connaissances, eh bien, par exemple, je parlais un peu des labos pharmaceutiques. Vous savez, la famille de Macron est très grande. Hein. D'abord, c'est une famille, on va dire, de banquiers quand même. Or, il impose effectivement des couvre-feux partout, sans demander l'avis à personne, en détruisant la vie du commerce, en détruisant parfois aussi l'équilibre des gens. Il y a beaucoup de gens très malades à cause de cette espèce de surveillance permanente, cette répression sanitaire qui est là, et qui n'a aucune raison médicale ou sanitaire, selon des médecins qui ne sont pas corrompus. Cela, encore une fois, Perron, professeur Perron, Raoult, Chevrier, Delépine, Loubiana, ils sont de plus en plus nombreux à s'élever, etc. Deuxième vague, il n'y en a pas, dit l'économiste Herbelin. Pourquoi? Il dit c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de deuxième vague, ça c'est du pipeau. Il y a une petite épidémie qui est là, le virus est beaucoup moins virulent, on n'a pas besoin de toute cette espèce de chape de plomb qui veut tomber, encore moins d'un confinement qui va être une condamnation, qui va encore tomber sur la tête des régions notamment qui n'ont pas voté pour la République en marche, hein, en marche arrière ou en marche forcée. Souvent on voit que les villes sont montrées du doigt, Aix, Marseille, le Nord aussi qui est resté à gauche ou au centre, tout ça, ça le paye. Lyon aussi qui est passé au vert, Bordeaux, on voit qu'il y a peut-être des règlements de compte derrière tout ça. Alors il y en a qui ont plaisanté, ils ont dit oui mais c'est parce qu'il a peur peut-être que son épouse soit malade, donc il confine à tout pour protéger sa famille. Oh,
C'est pour plaisanter ça. Mais je crois que sa famille, c'est une famille composée et recomposée à Macron. Elle est très grande. Il y a une grande famille de banquiers. Lui-même n'était-il pas banquier? N'était-il pas proche aussi des labos pharmaceutiques que certains d'ailleurs ont rebaptisé les labos mafiaceutiques. Mafiaceutiques qui sont carrément au cœur du gouvernement, puisque certains n'avouent pas leur conflit d'intérêts. C'est ce que dit Perron. Tous ces médecins que vous interrogez, dit-il aux médias, pourquoi ne disent-ils pas leur conflit d'intérêts? Et là, quand on dit ça, bien, il devient complotiste. D'ailleurs, nous sommes un pays de complotistes. Dès qu'on se pose des questions, vous devenez complotiste. Vous devenez effectivement inquiétant et on veut vous faire taire. Et même Facebook veut interdire ceux qui disent « Faites gaffe, le vaccin contre la grippe, je vous le déconseille », disent beaucoup de vaccinologues, hein, je vous le déconseille. Donc, d'ailleurs, pour la famille agrandie de Macron, bien, il est très proche aussi du patron de Sanofi, M. Weinberg, puisqu'ils étaient potes lorsque Macron travaillait chez Rothschild. Ils étaient proches. Et d'ailleurs, il y aura un retour d'ascenseur, puisqu'il semblerait que M. Weinberg aurait financé une partie de la campagne de Macron. Petit service entre amis, qu'on se renvoie ça. Donc on peut comprendre qu'il y a un lien avec l'industrie de la chimie, enfin du médicament. Tout ça nous fait effectivement flipper à fond la caisse. Alors, on dit oui, liberté d'expression, moi je veux bien, hein, même si la liberté d'expression parfois aurait un petit peu des ressemblances avec une incitation à la haine. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais la liberté d'expression, souvent, elle va que dans un seul sens, pas dans les deux sens. J'ai remarqué que c'est pas toujours ça. Que certains ont la liberté d'expression, d'autres on leur dit ouais, t'as une liberté d'expression, mais ferme-la quand même, tu vois. Mais commence par te taire. Parce que je me souviens par exemple que lorsque Philippe Val, c'était le patron de Charlie Hebdo. Moi, je ne sais pas grand-chose sur Charlie Hebdo, je n'ai jamais acheté ce genre de canard. Ça ne m'intéresse pas, ça. À Marseille, par exemple, nous avons le Virago, qui est un journal de caricature et qui fait sans vouloir blesser les gens, quoi. Il s'occupe plus de politique, en fait, sans vouloir être injurieux, et il veut être drôle et intelligent et perspicace, avec de la sagacité. Ce journal, cet hebdomadaire marseillais. Il y en a d'autres dans notre ville aussi, évidemment. Je me souviens que lorsque Val était à la tête de ça, eh bien, lorsque le caricaturiste Ciné avait fait un dessin sur le fils à Sarkozy qui s'était marié avec la fille de Darty, la milliardaire, il avait fait un dessin en disant eh bien, que le fils Sarkozy s'était marié par intérêt, etc., ou s'était converti au judaïsme par intérêt, un truc comme ça. C'était liberté d'expression. Eh bien non. Pour ce genre de dessin, le dessinateur Ciné a été traîné dans la boue, antisémite, tout ce que vous voulez, raciste, etc. Et il a été viré par ce même Val, le directeur, et une partie de l'équipe, Philippe Val. Il a viré Ciné, alors que dans le même temps, ils étaient en train d'en rajouter sur les caricatures du prophète. Et du poids de mesure. Bon, Dieu merci, les prud'hommes à l'époque n'avaient pas été retouchés et fracassés par les lois Khomri et Macron. Les prud'hommes lui ont quand même payé 140 000 € de dommages et intérêts à Ciné. Alors, j'en sais pas beaucoup sur Charlie Hebdo, et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas en termes de littérature et de savoir, je n'apprends rien avec ce magazine. Je préfère acheter un journal local, comme ici acheter la Marseillaise, petit journal à gauche qui fut de tous les combats d'indépendance et de souveraineté. Mais ce que je sais de Philippe Val, c'est qu'avant d'avoir été bombardé par Sarkozy à la tête de Radio France quand même, à la tête de Radio France, Légion d'honneur et tout le baratin, eh bien ce mec-là avait un duo d'humoristes. Pas drôle, hein, c'était un peu pipi caca, avec un type qui s'appelait Fon. Fon, c'était un type qui ressemblait physiquement à Jospin, c'était pas Jospin, hein, mais physiquement à Jospin. Alors, ils se traînaient un peu partout, ils étaient invités, France Inter, enfin toute la bobocratie qui l'invitait, lui, Val, et on a appris plus tard que ce Fon, son ami intime, était un pédophile. Mais depuis très longtemps, ce mec abusait des enfants sexuellement, c'était un pédocriminel, Fon. Et Val n'a jamais coupé le duo, sauf quand ça a fait scandale, il a dû arrêter. C'est ce même mec-là qui vient nous donner des libertés d'expression. J'avoue que c'est cocasse tout ça, j'avoue que c'est cocasse. Ajoutons aussi que la liberté d'expression, oui, bien sûr, c'est indispensable partout, à condition qu'on puisse tous l'exercer aussi, mais je veux dire quand on n'a plus la liberté de circulation, quand on n'a plus la liberté effectivement de commercer, d'être libre de ses mouvements, la liberté d'expression, si elle se résume à être surveillée à la maison, pas plus de 6. Là, il y a une surveillance globale. C'est un peu inquiétant tout ça. À quoi ne servirait la liberté d'expression? Apparemment, on ne peut pas s'exprimer librement pour dire on est contre cette espèce de dictature sanitaire, on n'y croit pas trop.
Les médecins ont prouvé que le confinement ne sert à rien. La Suède a tout réussi sans confiner. Des masques pour les plus malades, faire du dépistage pour ceux qui seraient malades et qui ont des symptômes. Mais pourquoi passer tout le monde? Là, ça fait 2 milliards qui sont donnés au labo mapharmaceutique pour ces dépistages. Ça fait beaucoup de pognon quand même. En même temps, il n'y a pas de lit. Il y a eu 5000 respirateurs au début de la crise, il y en a 5000 maintenant. Alors qu'il y a eu, on va faire, le maire n'arrête pas de faire des moulinets, l'eau de jacter partout. Et au final, nous n'avons rien. Au final, tout ça est un peu balisant. L'économiste Herbelin disait justement au sujet de la deuxième vague, c'est du pipeau, c'est de la flûte, c'est du tambour. Hein, et les chiens de garde, etc., vont faire le travail pour relayer. De dire attention, c'est grave, méfiez-vous, vous allez tous mourir, soit du terrorisme, soit du Covid, etc. Enfin, nous foutre le trouillomètre à zéro. Il dit non. En fait, ce qui se passe, dit-il, il y a plusieurs possibilités. C'est soit d'emprunter à fond la caisse et demain d'avoir une dette colossale et que la banque achètera tout. C'est l'analyse de Asselineau. Je pense qu'elle est assez juste. Effectivement, tout va partir à la banque demain, puisque, selon lui, les hommes comme Macron et la Macronie ont été mis là par la banque et le business. Et le but, c'est effectivement de tout acheter. Un peu comme la Grèce. On va être dépecé un peu à la fois de tous les bijoux de famille. Et ça va aller très très vite. Souvent, ça se fait d'ailleurs en catimini, dans le dos. On n'y voit rien. Tac, tac, tour de passe-pas. Tiens, il est où le château de Versailles? Ah, mais il est dans un compte en Suisse. Il appartient à ça maintenant. Et Chantilly, hop, parti aussi. Et le lac de... Non, tout est parti. Les ports, disparus. On ne sait pas, c'est parti. Attention, ça paraît pas possible. Mais si, la Grèce est en train de vendre ses îles, enfin, tout brader. Donc voilà, avec Tsipras, le Premier ministre, qui est conciliant à mort. Au début, il est arrivé un peu comme Macron, moi, vous allez voir avec moi. Et puis on a vu, en lisant le livre de Yanis Varoufakis, que c'était une balance à vendu, ce Tsipras, Premier ministre grec. Donc tout ça a de quoi inquiéter. Alors, je vous disais que, juste pour revenir sur l'expression libre, hein, de Philippe Val, qui n'a rien dit sur son ami pédophile, avec lequel il a tourné quasiment 20 ans. Il a dû arrêter son duo avec ce pédocriminel qui était Fon, lorsque ça s'est su. Ça a fait trop de bruit. Les familles ont vu ce mec qui était sans arrêt dans les médias. Philippe Val et Fon. Fon et Val, c'est leur... Fon et Val, ils ont fait beaucoup de mal. Bref. Et cette presse, toujours effectivement, qui soutient à mort, puisqu'elle est issue, elle est consubstantielle du système, la presse. 9 médias sur 10 appartiennent à des milliardaires. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux avoir comme transparence et comme équilibre dans la presse? Ils font leur boulot. C'est peut-être un sale boulot, ça aboie, chien de garde, mais bon, on n'est pas obligé de regarder en même temps. Moi, j'ai pas de télé, mais si je ferme le bouton, hein, t'entends un petit truc comme ça, mais sans plus, jamais les chaînes de désinformation massive. Ah, ce sont des chaînes de destruction massive du sens critique et de l'expression, hein, visiblement. Et alors, cette presse est en train de, au lieu de parler, par exemple, de la parodie de justice, mais justice quand même, à savoir que des Buzyn, des Véran, des Édouard Philippe et autres ont été victimes, enfin, ont subi les perquisitions de la police, parce que leur gestion est tellement dramatique. Il y a des centaines de plaintes de gens qui portent plainte pour assassinat, etc. Voir les conditions et la gestion de cette crise abominable. Et ces mecs-là viennent encore fanfaronner, comme Véran, là et là. Mais il y a eu quand même des fouilles et des perquisitions. Alors, je dis une parodie parce qu'on sait qu'à la fin du système, ça va bloquer. Il y a un moment, les verrous sont là. Il y a une décision il y a une décision qui vient qu'on a appris il n'y a pas très longtemps, que la Cour de justice de la Communauté européenne a dit que les magistrats français n'étaient pas libres. Pas qu'ils n'étaient pas de bons magistrats, si c'est des bons magistrats, mais ils ne sont pas libres parce qu'ils sont nommés par la hiérarchie. Donc, on peut verrouiller quand on veut. Donc, ces perquisitions qui sont efficaces, qui peuvent nuire à l'image de ce gouvernement inquisiteur, quelque part aussi, répressif, entre parenthèses, eh bien, quand même, les gens vont quand même se poser des questions. Comment se fait-il que la justice enquête? C'est qu'il y a anguille sous roche parce que la famille met la pression, et je pense qu'il y a des juges encore patriotes. J'espère qu'il y a encore des juges qui ont encore un petit peu ils ont encore la virilité et la testostérone intellectuelle du général de Gaulle. Je prends ça comme référence parce que c'est quand même quelque chose d'établi. Voilà. En France, on a ça. Et on a cette référence-là, et j'espère qu'elle sera encore suivie par beaucoup de monde. Bref, cette presse-là, au lieu de parler des affaires graves, de ces perquisitions, des 5 mises en examen de Sarkozy, de la corruption énorme partout, eh bien non, on essaie de nous vendre un Sarkozy sympathique, agréable avec sa femme. Dans toute la presse poubelle, il est exhibé. Et là, en fait, le but de cette stratégie, c'est
c'est de séduire l'opinion et de dire mais un homme qui est aussi souriant, qui est aussi charmant, qui a sa belle petite femme et qui semble à l'aise dans tout, avec ce sourire de racola, vous savez, commercial, il ne peut pas être responsable, il ne peut pas être coupable de tout ça. En fait, ils sont en train de le nettoyer et en même temps, cette espèce de matraquage de la presse poubelle en valorisant l'image de Sarkozy, c'est quelque part une façon de faire pression aussi sur les juges. Ils espèrent faire pression, tout ça. Voilà cette mascarade, en fait, qui est là et qui ne cesse d'inquiéter. Pour la Belgique, c'est pas mieux. Je vous disais qu'il y avait 100 000 lits fermés ici en France. C'est en train de fermer des hôpitaux encore ici, contrairement au discours ambiant. C'est très très grave. Eh bien, Bruxelles, par exemple, la Belgique, avec Maggie de Bloch, qui était la ministre de la Santé, qui est médecin. Alors, Maggie de Bloch, elle s'appelle Maggie comme un peu Margaret Thatcher, on l'appelait Maggie. D'ailleurs, Renaud, magnifique Renaud, allez voir sa chanson Covid, qui honore le professeur Raoult. Maggie de Bloch, qui s'appelle Maggie. Alors, Maggie Thatcher, Renaud avait écrit une chanson en disant tout le mal qu'il pensait de Margaret Thatcher et de sa politique d'extrême droite, libérale, comme celle qu'on vit là. En moins pire, parce que là, je pense que là, on est presque dans le pire du pire, on est dans la parodie, dans la caricature de, voilà, je vais oser le mot, la caricature de démocratie ici avec la Macronie en marche, etc. Et une démocratie en déroute. Dès que la Macronie est en marche, c'est la démocratie qui est en déroute. Et alors, elle s'appelle Maggie de Bloch, la ministre de la Santé, et alors elle, c'est pas une dame de fer, hein. C'est plutôt une dame de bloc. Hein. Elle est énorme. Alors, des gens se sont foutus de son physique parce qu'elle est énorme. Bon, moi, j'aurais pas été jusque-là. Mais elle est très, très bien harnachée avec les labos pharmaceutiques. Hein. Elle n'en pince que pour les labos pharmaceutiques. Alors, c'est pas une dame de fer, c'est une dame de chair, je dirais plutôt. Et là, elle leur a dit en septembre, Noël, vous le passerez certainement avec un masque. C'est-à-dire qu'elle avait déjà anticipé les décisions d'enfermement, de confinement, etc. 4 mois avant Noël, elle leur dit Noël sera avec un masque d'entrée. Et elle avait été plus loin. Elle avait même proposé que nous, elle et l'autre ministre wallonne, elle avait proposé que chaque personne porte un masque, même au restaurant, et que vous n'enleviez le masque que pour mettre la cuillère et remettre après. De la folie douce, de la folie pure. Et elle a dit on ne sortira de ça que lorsque vous serez vacciné. Voilà, le mot est lâché, vaccination, 5G, toute la crainte qu'il y a à voir avec cette installation-là, et le lobby de la vaccination, du virus, antivirus, qui ne cesse d'inquiéter. Les gens sont dans un tel état de trouille, de peur, de panique structurelle, de psychose installée, que je pense il y aura la queue à l'entrée des pharmacies quand il y aura le pseudo-vaccin que la communauté européenne, sur lequel elle travaille, hein. En 2 ans, on n'a jamais vu un vaccin en 2 ans, c'est pas possible, il faut 10 ans. Moi. Quand on sait que le Covid se transforme en permanence, le vaccin ne servira à rien, puisque le vaccin qu'ils auront fait pour le Covid, ce sera déjà métamorphosé 10 fois avant. Donc, ça sert à rien. Bref, les gens flippent tellement leur race, on dirait l'autre, qu'ils vont être les premiers à courir. Vous savez, comme quand il y a des promotions de Nutella, ils vont se jeter sur le vaccin, ils vont se le foutre même dans la tête, dans le dos, ils vont le foutre à leur gosse, etc. Ils sont terrorisés, les gens. Ils sont terrorisés. Ou alors, comme il y a une PS3 qui sort, ou un iPhone, les gens sont venus à 3h du matin, je veux ma dose, comme des défoncés, vous savez, le mec attend son dealer à la sortie, pour, voilà, parce que c'est un besoin absolu. On est vraiment dans une psychose assez incroyable. À Bruxelles, en 20 ans, en Belgique, c'est 50 000 lits qui ont été fermés en 10 ans.